68, c'est une date historique parce que quelque chose de l'unité interne de la société impérialiste, ce que nous appelons le consensus impérialiste, est atteint. Véritablement, quelque chose ne fonctionne plus à partir de mai 68 dans le regroupement souvent quasiment inconscient, mais néanmoins réel, de la quasi-totalité des masses autour de ce système étatique, politique, idéologique que représente la société impérialiste. Bon, je pense qu'il faut bien voir la situation en mai 68. Mai 68, c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Du point de vue de la situation mondiale, d'abord, mai 68, c'est lié à deux choses, c'est contemporain de deux choses. D'abord, la guerre du Vietnam, car on est véritablement dans la grande époque des luttes de libération nationale victorieuses contre l'impérialisme américain, et la lutte des peuples d'Indochine ont à l'époque, dans toutes les métropoles impérialistes, et particulièrement dans le mouvement de la jeunesse, un retentissement considérable. C'est une espèce de référence idéologique qui, venant après la perte de la guerre coloniale d'Algérie, est un premier point de fracture dans l'accord des esprits, si on peut dire, autour des sociétés impérialistes. Et puis, il y a la scission du mouvement communiste international, qui remonte au début des années 60, et qui, à l'époque, prend un tour particulièrement aigu, avec, en Chine, le début de la révolution culturelle prolétarienne. Il ne faut jamais perdre de vue que la révolution culturelle prolétarienne commence en 65-66, donc qu'elle bat son plein en 1968. Deuxième point, en ce qui concerne la situation nationale, on a des tensions très fortes qui se sont marquées avant mai 68. Tensions très fortes qui sont dues à l'extrême brutalité avec laquelle le gaullisme a transformé la société impérialiste française. C'est que le gaullisme, en fin de compte, c'est l'appareil politique dont la bourgeoisie impérialiste s'est dotée pour passer d'une phase à une autre. Il faut donc passer à un stade néocolonial dans lequel, de toute évidence, il faut que l'impérialisme français soit compétitif. Il faut donc pour cela restructurer complètement, d'un point de vue interne, la société impérialiste. Il faut exproprier de façon accélérée un très grand nombre de paysans pauvres. Il faut procéder à des opérations de concentration du capital extrêmement rapides. Et naturellement, pour tout cela, il faut museler, tenir en bride le prolétariat et les masses populaires de la façon la plus autoritaire et la plus sévère. Donc c'est ça la société française dans la première phase du gaullisme, dans sa phase ascendante, et ceci suscite des tensions grandissantes qui ont jalonné en fait cette période, parmi lesquelles on peut citer la grande grève des mineurs de 1963, d'innombrables révoltes paysannes, début 68, des grèves de type nouveau, notamment à Redon, à Caen, où l'affrontement violent entre les masses ouvrières et l'appareil d'État, où un certain type de débordement et de critique radicale des syndicats se font déjà jour. Plus, ce qui va, comme on sait, être une sorte de détonateur, l'aggravation d'une crise idéologique de la jeunesse, qui se manifeste notamment dans les facultés, dans la jeunesse étudiante, par l'apparition d'une contestation anti-académique, anti-savoir réactionnaire bourgeois, anti-examen, anti-sélection, etc. Dans ce contexte émergent des premières pratiques politiques de type nouveau, essentiellement liées à l'anti-impérialisme.
C'est à cette époque, avant 68, que se développe, soutenu par le premier véritable groupe maoïste français, l'UJCML, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, les comités Vietnam de base, c'est-à-dire des organisations de masse anti-impérialistes, qui non seulement pratiquent le soutien au peuple vietnamien, mais qui décident et mettent en œuvre une pratique de liaison aux masses populaires absolument nouvelle. Là, on peut dire qu'on a le premier tout petit élément de pénétration du maoïsme dans la pratique politique révolutionnaire, avec les interventions sur les marchés populaires, le porte-à-porte, les premiers établissements intellectuels révolutionnaires en usine. Alors naturellement, dès cette époque, cette pratique politique nouvelle, elle ne s'affirme, elle ne se développe que dans une critique de fond du Parti communiste français, dans la dénonciation du PCF comme parti révisionniste, comme parti qui non seulement est, comme on le disait à l'époque, faible, opportuniste, ne combattant pas sérieusement, etc., mais est véritablement un parti qui a entièrement trahi la classe ouvrière et le projet politique prolétariat, avec lequel désormais il n'y a plus rien à faire, et tout ce qui s'est donné de nouveau en mai 68 s'est fait non pas seulement en dehors du PCF et des organisations syndicales, mais de façon explicite et violente contre le PCF et les organisations syndicales. Dès le début, le PCF, c'est celui qui traite les étudiants de groupuscules complices du pouvoir, qui traite Cohn-Bendit, le leader étudiant de Nanterre, de juif allemand, dans ses colonnes. Le PCF, c'est celui qui, véritablement, pendant toute une période, fait des pieds et des mains pour que les choses s'arrêtent, qui ensuite, parce qu'il ne peut pas faire autrement, s'agite frénétiquement pour les maintenir dans un corset syndical extrêmement étroit, pour bloquer tout rapport direct entre les étudiants révolutionnaires et les ouvriers d'avant-garde, au besoin par la force, et qui, finalement, tente, en collusion complète avec le gouvernement gaulliste et avec Pompidou, de solder l'ensemble de la tempête au prix véritablement le plus bas, le plus médiocre et le plus contre-révolutionnaire qui soit, d'un certain nombre de satisfactions revendicatives qu'il a lui-même d'ailleurs proposées et forgées, qui n'étaient nullement les idées des masses. Ça, c'est l'épisode des accords de Grenelle, qui prétendaient mettre un point final au mouvement de mai 68 sur un terrain strictement syndical, tentaient de le réduire à un mouvement revendicatif un peu ample. Et comme vous savez, lorsque Séguy est venu au grand atelier de Renaud Billancourt présenter aux masses ouvrières ce triste papier, il a été sifflé et interrompu spontanément par les masses ouvrières, qui ont là indiqué de façon particulièrement offensive et particulièrement significative que leur état d'esprit général, ce qu'elles voyaient, elles, dans le processus en cours et dans la tempête, était de nature complètement différente. D'une certaine façon, mai 68, ça va être l'explosion, la concentration de toutes ces contradictions dans une tempête populaire de masse, véritablement sans précédent en France et sans équivalent en Europe dans la période considérée. Et alors là, souvenons-nous, le point de départ de la tempête révolutionnaire, c'est l'intervention de la police à la Sorbonne pour liquider un rassemblement étudiant qui avait été convoqué. Ce rassemblement, effectivement, venait dans la suite de toute une série de démonstrations contestataires qui se poursuivaient depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout spécialement à Nanterre. L'autorité étatique décide donc de réprimer le développement de ce processus et en particulier de faire évacuer Manu Militari à court de la Sorbonne. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu tout d'un coup l'émergence d'un refus étudiant, d'un refus de masse, qui a drainé autour de lui, non pas seulement ceux qui étaient embarqués dans la cour, mais toute la population étudiante du quartier, qui progressivement, au lieu, comme c'était le cas d'habitude, de protester, mais finalement de laisser faire, s'est mise à attaquer les forces de police, de plus en plus violemment, et de façon de plus en plus offensive. C'est les fameux pavés de mai 68, qui sont devenus un véritable symbole. Et
Petit à petit, le quartier latin est entré ainsi en situation d'affrontement généralisé entre des forces de l'ordre extrêmement surprises, décontenancées et rapidement presque débordées, et puis de l'autre côté, la population de la jeunesse du quartier qui disait non. Non pas forcément sur ses objectifs, ses éléments de programme, ses ambitions anarchisantes qui existaient dès cette époque-là, mais dans leur rapport à l'État. Et à ce moment-là est entré en scène, qui va être un des grands thèmes de mai 68, c'est-à-dire le thème de la violence révolutionnaire de caractère démocratique contre l'État. Ceci s'est progressivement développé, la jeunesse faisant preuve d'une extrême ténacité. C'est-à-dire, s'est instauré un climat de manifestation quotidienne, où, jour après jour, les étudiants se rassemblaient, manifestaient, se déployaient, exigeant la réouverture de la Sorbonne, exigeant, ce qui est toujours un signe de tempête révolutionnaire, exigeant sur un point précis une capitulation de l'État. Et ceci s'est déployé, évidemment, jusqu'aux grands affrontements nocturnes de la rue Gay-Lussac, fameuse scène de barricades, d'assaut et de répression sauvage au petit matin de la police et des CRS sur les masses étudiantes, en remarquant qu'à ce stade-là, c'était par dizaines de milliers que les étudiants étaient concentrés, rassemblés et combattants. Que le phénomène de masse, loin de s'affaiblir, s'était au contraire gonflé et amplifié quasiment quotidiennement. Or, ce qui est décisif, c'est que c'est sur cette base-là qu'une avant-garde ouvrière objective est entrée en scène. Elle n'est absolument pas entrée en scène sur des revendications mûries de longue date dans les chapelles syndicales, d'aucune façon. Ce qui était pour eux essentiel, subjectivement, c'est d'être du mouvement, c'est-à-dire d'entrer dans cette révolte. Vous savez comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'au vu des affrontements du quartier latin, des minorités actives de jeunes ouvriers, généralement, ont déclenché des grèves avec occupation, la première en date ayant été probablement celle qui s'est produite à Saint-Nazaire, mais ça s'est ensuite assez rapidement généralisé. Et au début, c'était quoi ces jeunes ouvriers? C'était des jeunes ouvriers qui, comme les étudiants, disaient non, c'est-à-dire introduisaient une brusque rupture dans le consensus, y compris syndical, habituel, et qui disaient les étudiants ont quelque part ouvert une brèche parce qu'ils ont montré qu'on était dans un moment où il était possible et nécessaire de pratiquer contre l'État, contre la politique gaulliste, une subjectivité d'affrontement. Et dès cette époque, on peut dire qu'il y a un camp du peuple qui n'est pas du tout un camp par juxtaposition ou par addition, mais qui est véritablement soudé autour d'un petit nombre d'idées simples, qui vont être les grandes idées de mai 68, et qui sont, premièrement, comme le disait Mao Tse-tung, et comme le diront ensuite les maoïstes, on a raison de se révolter. Véritablement, c'était le drapeau de mai 68. Deuxième idée, il est légitime de pratiquer un certain type de violence révolutionnaire contre l'État si c'est la condition indispensable de ce refus, de cette révolte. Et troisième idée, qui elle alors va connaître une extension considérable, il faut résoudre nos problèmes nous-mêmes par la pratique de la démocratie de masse. Et enfin, dernier point, lorsque Pompidou a décidé, pour la première fois dans l'histoire du gaullisme, de capituler, c'est-à-dire a ouvert la Sorbonne, a livré en quelque sorte la Sorbonne aux masses qui s'en sont emparées, ceci a eu un retentissement énorme et a puissamment contribué à l'extension du mouvement. Parce que la leçon de politique instinctive que les masses en ont tirée, c'était que non seulement il y avait eu révolte, non seulement c'était autre chose que la protestation, la revendication, mais que de surcroît, face à cette émergence brutale, l'État avait cédé. C'est certain qu'à partir de là, on entre dans l'époque du débat interne au mouvement de masse lui-même.
Bien entendu, les thèmes antirépressifs, de caractère démocratique, les mots d'ordre CRS-SS, abat l'État policier, etc., vont continuer à régner un peu sur le mouvement. Mais c'est le moment où émerge le mot d'ordre, ce n'est qu'un début, continuons le combat. C'était en effet un début, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le début de la rupture du consensus impérialiste. Et il fallait continuer le combat. Ce combat, en fin de compte, nous, disons, c'est celui de la politique maoïste, ces différentes étapes. Alors, on peut dire en gros que autour de ce mot d'ordre, se sont petit à petit dessinées deux voies, deux orientations. La première orientation était au fond de caractère réformiste. Elle était la droite du mouvement. Elle consistait à dire que peut-être on pouvait se débarrasser du gaullisme par une alternative politique immédiate, et que dans le cadre de cette alternative politique, on allait faire des réformes. Et on peut dire que cette voie a culminé dans le fameux rassemblement de Charléty, où on a vu se promener des politiciens bourgeois comme Mendès France et quelques autres, qui venaient tâter le terrain pour voir si, sur la base de cette orientation, ils n'avaient pas là une petite base de masse possible pour une sorte de putsch parlementaire, finalement, qui a été absolument manifeste dans la déclaration de Mitterrand, déjà lui, annonçant qu'il fallait former un gouvernement alternatif et se proposant, lui, pour naturellement diriger cette alternative. Et puis, vous avez une autre voie qui a émergé petit à petit et où, incontestablement, les maoïstes ont joué un rôle organisateur très important, en tout cas un rôle d'animation idéologique très important, qui disait que l'essentiel, c'était de souder le nouveau camp du peuple autour des seules choses qui étaient véritablement claires, à savoir démocratie de masse, notamment contre les syndicats et contre les révisionnistes, et violence révolutionnaire contre l'appareil d'État, donc déployer, conserver ces deux acquis, et deuxièmement, et surtout, forger l'unité pratique des deux principales composantes de la tempête de masse, la révolte de la jeunesse et la révolte ouvrière. C'est l'idéologie qui s'est à ce moment-là répandue, que l'on peut dire l'idéologie aller aux usines, l'idéologie servir le peuple, et qui s'est très tôt matérialisée par toute une série de pratiques tout à fait caractéristiques de mai 68. Comme par exemple le fait qu'un certain nombre de manifestations étudiantes se rendaient aux usines sans peut-être très bien savoir ce qu'elles allaient y faire, mais peu importe, c'était un fait sans précédent, pour discuter avec les grévistes, pour savoir précisément quels étaient les objectifs, les étapes, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on pouvait. Et vous avez eu ainsi ces fameux dialogues par-dessus les grilles d'usines solidement cadenassées par la police syndicale. Vous avez eu cela, vous avez eu, alors généralement à l'impulsion directe des maoïstes, des tentatives de liaison plus profondes, plus prolongées, où des militants et des éléments avancés des masses étudiantes sont allés aux portes de Paris et dans toutes les grandes villes, dans les dépôts d'autobus, dans les terminus de métro, dans les usines de toute nature, dans les marchés populaires et dans les cafés pour, comme on disait à l'époque, se lier aux masses ouvrières et pour faire avancer avec elles et selon leur propre souffle les questions de la politique révolutionnaire du moment. Ça a été une très grande chose, une chose sans précédent dans une société impérialiste. Une nouveauté dont nous vivons encore, parce qu'on savait quasiment instinctivement, et à travers aussi les leçons du maoïsme et de la révolution culturelle, que là était la direction, là était l'armature du camp du peuple, là était véritablement le lieu où se jouait le sort des idées nouvelles, et que aussi là était le véritable cœur de l'affrontement avec le PCF, avec les syndicats et avec les bourgeois révisionnistes. Voilà. Alors, ceci a culminé indubitablement lors des grands affrontements de juin 68. À une époque où il était désormais parfaitement clair que toutes les forces bourgeoises, qu'il s'agisse de l'ancienne bourgeoisie gaulliste ou social-démocrate, qu'il s'agisse de la nouvelle bourgeoisie du PCF et des syndicats, ne souhaitaient qu'une chose, c'était liquider immédiatement la tempête et reconstruire le terrain parlementaire, puisque De Gaulle appelait des élections.
Et à ce moment-là, on a vu un phénomène de résistance ouvrière à cette perspective qui s'est concentré dans un certain nombre de grandes usines, notamment à Flins, notamment à Sochaux, et qui a pris la forme, quand l'appareil d'État a voulu briser ces foyers de résistance, d'affrontements qui ont véritablement uni, là, au coude à coude, les étudiants révolutionnaires sous l'impulsion dirigeante principale des maoïstes de l'UJCML et les ouvriers d'avant-garde, les ouvriers révolutionnaires qui entendaient là aussi ne pas céder, ne pas perdre l'esprit de révolte, de refus et de résistance qui avait été le leur, et ne pas rentrer dans le giron du parlementarisme et du syndicalisme. Ils n'avaient pas de programme politique autre que de résister, c'est vrai, mais au moins dans cette résistance, la nouveauté se donnait à l'état brut, dans toute sa clarté, dans toute son extension. Mais en vérité, la vérité que l'on voit maintenant, c'était qu'il y avait une extrême faiblesse de mai 68 sur le terrain de la politique. Parce que le camp du peuple dont j'ai parlé n'avait ni programme ni organisation, tout simplement. Il n'avait ni programme ni organisation, il n'avait pas de quartier général, au sens à la fois politique et tactique du terme, et il n'avait pas non plus une vision d'ensemble du mouvement des contradictions qui lui aurait permis, de quelque manière que ce soit, d'être candidat au pouvoir politique, même de très loin. La question du pouvoir d'État n'a jamais été véritablement à l'ordre du jour en mai 68, même si on l'a cru un peu de part et d'autre, parce que vous savez qu'il y avait aussi des bourgeois qui étaient en pleine panique, et que les ministères étaient quelque peu démoralisés, etc. Mais, en fin de compte, comme on l'a vu lorsque De Gaulle est allé voir du côté de l'armée d'Allemagne comment ça se passait, et finalement, comme on l'a vu aussi du point de vue du comportement général de la police, l'appareil d'État, dans ses fondements, est resté stable, et s'il a un peu fait le gros dos, il n'a pas été entamé. Et alors, cette question du pouvoir politique n'a pas véritablement été posée, de sorte que mai 68, c'est plutôt une tempête révolutionnaire, je pense que l'expression est juste, dans la mesure où c'est un mouvement de masse qui met à l'ordre du jour les questions d'une nouvelle politique, mais dans l'élément de l'explosion idéologique. Et que, principalement, c'est vrai que mai 68 demeure l'expression d'une conviction révoltée qu'un nouveau chemin politique doit s'ouvrir ou est en train de s'ouvrir. Mais ça n'est pas en même temps ce chemin réalisé, ça n'est pas le contenu de ce chemin politique. Il faudra tout un long travail pour qu'il se dégage. Et en ce sens, je pense que l'expression tempête révolutionnaire est juste, alors que l'expression révolution serait tout à fait erronée, si l'on entend par révolution un phénomène dans lequel la question du pouvoir de classe est posée à l'ordre du jour et éventuellement praticable. Il y a un exemple qui est tout à fait frappant concernant ces limites de mai 68, c'est la fameuse manifestation contre-révolutionnaire convoquée par l'appareil gaulliste fin mai 68, et qui a donné lieu au défilé des Champs-Élysées comportant tout ce que Paris possède de bourgeois terrorisés par la tempête, petits et grands, et qui marquait, si l'on peut dire, l'entrée en scène de la bourgeoisie civile. Jusqu'ici, on avait eu affaire à l'appareil d'État, à la bourgeoisie politique, et là on a vu apparaître, ce qui montre la profondeur malgré tout de l'affrontement de mai 68, on a vu apparaître la base de masse de l'appareil d'État, la bourgeoisie civile qui est descendue dans la rue, à l'appel de ses dirigeants. Et ce qui est très frappant, c'est que nul n'a songé, à l'époque, à convoquer une contre-manifestation. C'est-à-dire que, véritablement, on a laissé se déployer la bourgeoisie réactionnaire, on l'a laissé s'affirmer dans la rue, sans que quiconque pense qu'il fallait, à ce moment-là, pousser les choses jusqu'à l'affrontement effectif, jusqu'au bord des questions relatives à la guerre civile, qui sont toujours finalement le fond des problèmes sur la question du pouvoir d'État. Non, personne n'y a pensé. Cette idée n'avait pas été débattue. Je ne parle pas seulement de sa réalisation possible ou pas, ou difficile, etc., mais cette idée n'a pas vraiment été débattue. Elle n'était pas dans l'air. Ce qui prouve bien que, d'une certaine façon,
l'élément structurant de lutte de classe, au sens pleinement déployé, pleinement politique, n'était pas véritablement présent en mai 68, dans le sens que ce serait très exagéré de parler d'une révolution. Parlons simplement d'une secousse à la fois idéologique et de masse qui brisait quelque part le consensus bourgeois et impérialiste et amorçait ainsi, dans la réalité, un chemin nouveau pour la politique du peuple et pour la politique anti-impérialiste. Je crois que c'est ça, mai 68. Du point de vue des maoïstes, moi je pense qu'on peut dire ceci. Lorsque mai 68 éclate, au tout début, l'UJCML est flottante. Parce qu'elle était encore l'héritière de ce dont c'est un long travail de se débarrasser, qui est la tradition ouvriériste. Et que, rappelons-le, à l'époque, elle était sur une ligne syndicale. Elle avait comme ligne, dans les usines, d'entrer dans les syndicats et d'y constituer, en quelque sorte, des fractions contre la direction des visionnistes. En vérité, ce n'est qu'à partir de la grève ouvrière que véritablement l'UJCML et les maoïstes sont de nouveau complètement à l'aise dans le mouvement de mai 68. Alors, sur ce point, on peut dire que l'aspect principal des maoïstes, c'est qu'ils ont dû petit à petit constater que leur ligne syndicale était entièrement erronée. Et ce que les masses leur ont montré, c'était que le chemin nouveau de la rupture avec la société impérialiste passait par l'antisyndicalisme. Là-dessus, un débat s'est immédiatement ouvert pendant l'été, sur lequel l'UJCML a éclaté. Et sur la base de cet éclatement, il a fallu faire autre chose. Mais ça, c'est une autre question, c'est la question de la gauche prolétarienne. On peut de ce point de vue délimiter une première période qui va de 68, disons à 72. 72, vous le savez sans doute, c'est l'assassinat de Pierre Auvernais aux portes de Renault et la grande manifestation de l'enterrement de Pierre Auvernais, incontestablement la plus grande manifestation de masse autonome par rapport au révisionnisme et au syndicalisme qui ait jamais eu lieu en France. 100 000 personnes entièrement indépendantes des organisations traditionnelles défilent dans la rue. C'est une apogée et c'est une fin. C'est la fin du gauchisme, entre guillemets, de la période post-68. 72, c'est aussi la signature du programme commun, c'est-à-dire le début de la contre-offensive politique de la nouvelle bourgeoisie révisionniste sur la scène d'ensemble. Il y a le moment où elle tire à sa manière les leçons de 68 et de la période qui a suivi en proposant une alternative parlementaire complètement déployée. Et à partir de là, la scène politique se transforme en profondeur avec le déploiement complet de ce que nous appelons la rivalité des deux bourgeoisies sur la scène parlementaire. Programme commun contre Pompidolo, giscardisme. Alors il faut examiner cette première période, 68-72, et inclure là-dedans incontestablement le bilan de la gauche prolétarienne. La gauche prolétarienne surgit des décombres de l'UJCML sous le signe fondamental du maoïsme, alors là, de façon explicite. Maoïsme, c'est-à-dire esprit de révolte alimenté au garde rouge de la première phase de la révolution culturelle en Chine, grand mot d'ordre, on a raison de se révolter, forte idéologie de la rupture, de la violence, de l'assaut contre les bourgeois, de tout acabit. La gauche prolétarienne a une référence explicite à mai 68 comme tempête révolutionnaire anti-bourgeoise et anti-révisionniste, et elle systématise cet aspect-là des choses. Troisièmement, la gauche prolétarienne voit dans mai 68 les prémices
le début immédiat d'un affrontement généralisé et par conséquent d'une sorte d'imminence révolutionnaire en travail dans les prolongements de mai 68. Donc la gauche prolétarienne, c'est le développement de ce qui se donnait dans la voie de gauche de mai 68, mais absolument au ras de cette voie de gauche, c'est-à-dire par une systématisation constamment immédiate de ces pratiques spontanées. Et évidemment, comme il n'y avait là-dedans véritablement ni analyse de classe, ni point de vue politique, c'est-à-dire qu'on restait dans l'élément un tout petit peu apolitique, purement idéologique en quelque sorte de mai 68, la gauche prolétarienne était incapable d'excéder les ressources immédiates de la révolte de masse. Elle vivait de leur souffle, et quand ce souffle était exténué ou tari, elle tombait dans le vide, d'une certaine manière. En vérité, la gauche prolétarienne a été progressivement conduite à avoir un double registre. Celui qui venait de la violence révolutionnaire et celui qui venait de la démocratie de masse, puisque c'était les deux grandes idées de mai 68, les deux grandes pratiques de mai 68. Elle les a petit à petit développées pour elle-même. Alors, dans la voie de la violence, elle a fini par développer le thème de la guerre civile, de l'insurrection armée, et elle a tenté de se doter d'un petit appareil militaire clandestin qu'elle a appelé l'armée de la nouvelle résistance, un petit appareil militaire clandestin chargé d'exécuter un certain nombre d'opérations exemplaires ou symboliques capables petit à petit de généraliser l'affrontement armé. Et on a eu dans cette lignée des choses comme le pillage de l'épicerie de luxe Fauchon avec redistribution des victuailles saisies sur un bidonville. On a eu l'attaque contre le Parisien libéré. On a eu, sur le plan d'internationalisme, l'attaque contre l'ambassade de Jordanie, au moment du massacre des Palestiniens. Et puis on a eu l'enlèvement de Nogrette, un des cadres de Renault, consécutif à l'assassinat de Pierrot Vernet. Notre position n'est pas que tout était négatif là-dedans, au regard du contexte de l'époque. Par exemple, sur la pratique du cassage de gueule au petit chef d'usine, qui a été une des premières formes de cet état d'esprit. Si on enquête aujourd'hui dans un certain nombre d'usines où les ouvriers ont la mémoire de ce genre de choses, ça fait partie de ce qui porte un peu au crédit de la gauche prolétarienne. Comme quoi, somme toute, ça participait d'un esprit de révolte tout à fait légitime. Donc ça, c'était le premier filon de l'AGP, dans un climat, malgré tout, d'exaltation militariste qui, progressivement, était de plus en plus décollé de l'état réel des affrontements politiques de classe dans ce pays. Et puis vous aviez l'autre versant, qui était le versant démocratique. Alors le versant démocratique, au début se donnait comme démocratie de masse, mais petit à petit est devenu toute une politique qui a été la politique du secteur démocratique de l'AGP, très largement centrée sur la petite bourgeoisie intellectuelle et visant à la mobiliser sur des thèmes anti-répressifs ou de justice. Alors là, vous avez l'organisation de ce courant, ça a été le Secours Rouge principalement, et tout ce qui a tourné autour, et vous avez eu là-dedans l'intervention à propos des maladies des mineurs, vous avez eu la campagne faite dans le Nord sur ce sujet, vous avez eu d'innombrables campagnes anti-répressives liées au matraquage de tel ou tel journaliste, ou à tout épisode de cet ordre. Un point tout à fait important à suivre, c'est ce qui était devenu, à travers tout ça, sa conception de l'organisation de la classe ouvrière. Je vous ai rappelé qu'au début de mai 68, l'UJCML était sur une ligne syndicaliste. La gauche prolétarienne a fait un virage, évidemment à 180 degrés sur cette question, issue du bilan de mai 68, et elle a pratiqué un antisyndicalisme dans les mots tout à fait féroce. Mais était-ce un véritable antisyndicalisme au sens où, pour nous, l'antisyndicalisme, ça a pour noyau l'antirévisionnisme, et où véritablement être antisyndicaliste, c'est pas simplement une question d'organisation, une question politique. C'est parce que, en dernier ressort, le syndicat est une pièce constitutive de la société impérialiste. Le syndicat est le mode par lequel on intègre et on fait la police de la classe ouvrière pour la maintenir dans l'espace
espace revendicatif de type impérialiste. Et en plus de ça, pour nous, le syndicat, c'est une pièce essentielle de l'emprise du révisionnisme moderne sur les masses. C'en est son bras exécutif, si on peut dire. Or, l'antisyndicalisme féroce de l'AGP n'a pas pris ce chemin. Il n'a pas pris le chemin d'une véritable rupture organisationnelle avec le syndicalisme, parce que ce qu'il a prétendu substituer au syndicalisme était dans la logique des fameux comités de lutte. Les comités de lutte d'atelier. Vous savez que la grande organisation ouvrière de l'AGP finissante a été l'Union nationale des comités de lutte d'atelier, l'UNCLA, qui, en vérité, si on regarde de près, était une structure néo-syndicale, au sens où ça continuait à enfermer la révolte ouvrière dans les murs de la revendication d'usine. Les différences étaient dans les formes d'action, elles n'étaient pas véritablement, sur le fond, une rupture avec le syndicalisme et avec son corollaire ouvriériste. Il y a eu une phase intermédiaire dans les années 72, 73, 74, un peu au-delà aussi, où l'on a vu ce qu'on peut appeler l'apparition d'une idéologie des mouvements sociaux éclatés, allant depuis les prisonniers, les homosexuels, les femmes, les psychiatrisés, à quoi on ajoutait, mais sur le même plan, les immigrés, les paysans, etc. Et chacun de ces mouvements était sous le signe d'une idéologie des luttes, se déployant pour leur propre compte et avec leurs propres objectifs. Et il y avait à ce moment-là un apolitisme assez profond, avec un rejet farouche de la politique et du point de vue de classe. Ce qui s'est donné là-dedans était aussi des choses intéressantes. Il est incontestable, par exemple, que le mouvement écologique, qui au début était tout à fait dans ces eaux-là, a tout de même joué un rôle positif dans l'émergence d'une question aussi importante que le camp du peuple contre cette forme particulière de l'industrialisation capitaliste et impérialiste qu'est l'implantation des centrales nucléaires. De la même façon, c'est bien que le mouvement des femmes, quelles qu'en aient été les péripéties, les divisions internes et les limites, est une composante tout à fait importante de la révolte et des contradictions dans la société impérialiste aujourd'hui. Mais, disons, l'idéologie de ces processus était néanmoins une idéologie de caractère libertaire moyen, antirépressive finalement, floue et dispersée, et elle a représenté une phase de transition qui a révélé qu'elle était d'une grande faiblesse par rapport aux menées de type Union de la gauche et Programme commun. C'était surtout ça qui permettait d'en faire la critique. C'était de montrer qu'il n'y avait pas là de ressort d'autonomie combattante populaire suffisant pour faire pièce véritablement sur ce terrain à la contre-offensive bourgeoise. À partir de 72, puisqu'on a pris ça comme date charnière, ce qui apparaît, c'est que tout véritable mouvement de masse qui s'en prend sur le fond à la société impérialiste, tout mouvement de masse qui est véritablement un mouvement de masse antagonique à la bourgeoisie dans son ensemble, doit être porteur et est porteur de plus et d'autre chose que les caractéristiques spontanées de mai 68. Ce qui apparaît à ce moment-là, c'est trois critères nouveaux qui caractérisent les mouvements de masse politiques antagoniques à la société impérialiste. On peut dire que, premièrement, ces mouvements de masse ont un programme propre, ont un contenu propre, ont des objectifs qui sont antagoniques à cette société. Par exemple, le mouvement des foyers Sonacotra est un mouvement porteur du mot d'ordre d'égalité politique des Français et des immigrés, et ce mot d'ordre est un mot d'ordre qui attaque le principe impérialiste de l'État-nation. Donc de ce point de vue-là, au niveau même du mot d'ordre, du programme, il y a une nouveauté antagonique. Premier point. Deuxième point, ces mouvements ont une extension populaire large. C'est-à-dire que ce sont des mouvements du peuple, dans leur inspiration, sinon dans leur réalité tactique immédiate. Ce sont des mouvements qui drainent derrière eux, non pas seulement des soutiens ou des appuis, mais véritablement un camp du peuple large. Des mouvements qui relèvent de la politique de tout le peuple. Ça peut être quelquefois un camp du peuple de caractère régional. C'est le cas pour un certain nombre des mouvements de masse
de type vigneron du Midi ou paysan breton. Ça peut être des questions d'ampleur nationale, comme autour du mouvement de la Sonacotrin, la question générale des immigrés et de l'égalité des droits politiques. Mais il y a toujours cette idée d'un camp du peuple dont l'unité se fait autour du contenu politique du mouvement. Et la troisième caractéristique, c'est que ces mouvements se dotent d'organisations dirigeantes spécifiques, totalement irréductibles au syndicalisme et encore bien plus aux organisations politiques bourgeoises, comme par exemple le comité de coordination en ce qui concerne la lutte des foyers Sonacotra, ce que nous appelons, nous, maoïstes, des directions démocratiques révolutionnaires du mouvement de masse. Donc voilà 3 points qui sont tout à fait particuliers et qui évidemment sont tout à fait autre chose que démocratie de masse ou violence, ce qui n'interdit nullement, mais au contraire appelle qu'effectivement dans ces mouvements règne la démocratie de masse et qu'ils n'hésitent pas éventuellement à affronter l'État. Mais ceci est subordonné aux 3 points dont je parlais. Et la conséquence générale est qu'il s'agit là de mouvements qui véritablement affrontent les deux bourgeoisies et par conséquent affrontent, contestent, entrent en conflit avec l'État impérialiste et la société impérialiste dans son ensemble. Disons, la société française est une société dans laquelle le parlementarisme et le syndicalisme sont les formes d'organisation politique bourgeoise à travers lesquelles on tente de rallier le peuple à l'impérialisme et au capitalisme, mais peut-être plus particulièrement à l'impérialisme. Le fond de l'affaire, c'est une notion centrale qui est le caractère impérialiste de la société française. Ce caractère impérialiste, il signifie que la fameuse prospérité, la croissance, etc., dont se targuent les pays qui s'appellent eux-mêmes les pays industrialisés ou les pays avancés, n'a pas d'autre racine en dernier ressort que le pillage et l'exploitation forcée des peuples, notamment des peuples du tiers-monde. Qu'elle n'a également pas d'autre aliment interne que la surexploitation des ouvriers immigrés. Qu'elle n'a pas d'autre politique dans les campagnes que l'éviction forcenée et la prolétarisation du paysanat pauvre et le redéploiement capitaliste dans tout l'espace national. Que toutes ces pratiques, c'est véritablement l'essence même de notre société. Que c'est sa loi de développement interne. C'est ça que nous appelons la société impérialiste. Ce sont des pratiques, ce n'est pas une désignation abstraite. C'est aussi bien, et à notre avis du même mouvement, les interventions brutales et sanglantes des avions giscardiens contre le peuple sahraoui qui lutte pour sa libération nationale, c'est le débarquement des paras au Tchad, c'est les accords d'extorsion de matières premières en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est le soutien à des bourgeois compradors pourris, martyrisant leur peuple, type les Ofoués de Boigny, les Sangor, les Bokassa et compagnie, c'est ça d'un côté, mais c'est aussi l'implantation anarchique des centrales nucléaires pour devenir compétitifs et chasser les pays, plus encore les paysans pauvres, c'est le remembrement forcé contre lequel se dressent notamment les paysans bretons, c'est le redéploiement industriel sauvage, et c'est bien évidemment justement le caractère international du prolétariat, permettant de diviser, d'encaserner et de brimer de toutes les manières la fraction la plus productive et le prolétariat le plus fondamental, qui est la fraction immigrée. Toutes ces caractéristiques sont à notre avis fondamentales. Elles caractérisent véritablement notre société et permettent de redistribuer des profits extorqués dans le sang et dans la violence partout dans le monde à une frange d'aristocratie ouvrière dans les usines, à une petite bourgeoisie d'encadrement pléthorique et surpayée, à une fraction du paysanat riche, etc. Et c'est ça qu'on appelle la croissance, la prospérité, etc. Et alors ce que nous disons, c'est qu'au regard de cette société impérialiste,
Le Parlement, d'une part, et le syndicat de l'autre, sont les instruments fondamentaux de ralliement, de tentative de ralliement des larges masses du peuple et de structuration politique des larges masses du peuple dans un consensus impérialiste, où effectivement chacun ne lutte en apparence, c'est très clair pour le syndicalisme, mais c'est aussi vrai pour le Parlement, que pour savoir quelles forces sociales vont être les bénéficiaires principales du repartage des surprofits impérialistes. La revendication syndicale, ça n'est rien d'autre. La revendication syndicale, c'est de façon essentielle dire, voilà, nous voulons, nous exigeons un peu plus du gâteau national. Alors voilà, à notre avis, impérialisme, syndicalisme et parlementarisme, c'est une unité. C'est un tout, et c'est ce contre quoi la politique révolutionnaire du peuple et la politique maoïste doivent se dresser, et se dressent. Alors évidemment, la périodisation dont nous parlons est une périodisation politique qui, comme on vient de le voir, représente à la fois une transformation générale de l'espace politique, y compris du point de vue de la bourgeoisie, deuxièmement des transformations des caractéristiques idéologiques et concrètes des mouvements de masse, mais qui représente aussi, troisièmement, des transformations tout à fait importantes du point de vue des organisations politiques maoïstes. Alors, pour bien les comprendre, il faut voir que la lutte contre les limites et l'inévitable caractère liquidateur de la gauche prolétarienne s'est engagée au cœur même de la première étape, c'est-à-dire dès les années 70-71. Et elle a été marquée organisationnellement par la création du groupe pour la fondation de l'Union des communistes de France marxiste-léniniste, l'UCFML, qui a représenté la division en deux du mouvement maoïste dans cette période. Je parle ici du mouvement maoïste parce que je laisse de côté ce que nous appelons les organisations pro-chinoises et les organisations pro-albanaises, qui sont de même farine si leurs pays et leurs états de référence sont différents. La division en deux du mouvement maoïste qui a porté sur quoi? Eh bien, à voir les choses avec le recul, je pense qu'on peut mettre deux points en évidence. L'UCFML s'est fondé contre la gauche prolétarienne au nom de l'idée du parti, au nom de l'idée qu'il était nécessaire de percevoir dans le bilan de mai 68 une carence qui était l'absence de quartier général de classe sur l'ensemble du mouvement de masse. Et nous avons donc mis en avant l'idée que le maoïsme ne pouvait fusionner véritablement avec les acquis de mai 68, avec la tempête de mai 68, que sous le signe de l'édification du parti de type nouveau, c'est-à-dire une manière de poser la question du parti qui s'incluait elle-même dans la dynamique de masse issue de mai 68. Cette idée du parti, nous l'avons nous-mêmes manié dans une première étape, conformément à l'étape, évidemment. Nul n'est en dehors de l'histoire, nul ne saute par-dessus son nom. Donc nous étions nous-mêmes assez sérieusement massistes à l'époque. Ça se traduisait par le fait que ce qu'on proposait, c'était ce que nous appelions des organisations autonomes, ouvrières et populaires, qui, formellement, n'étaient, à vrai dire, pas très différentes des comités de lutte proposés par la GPU. Nous pouvons le dire avec le recul. Mais ce qui nous a servi constamment de garde-fou, qui nous a empêchés d'être pris dans la liquidation de 72, c'est que nous avions clairement conscience que l'organisation autonome, c'était peut-être une forme du moment, mais que nous n'y étions pas cramponnés comme à la forme révolutionnaire d'organisation de la classe, indépassable et incritiquable. Et là, ça nous conduit à un deuxième point que je pense très important et qui a fonctionné véritablement comme démarcation, c'est la question du bilan d'expérience. Si on revoit bien cette période, on peut dire que ce qui nous a opposés véritablement à la GP et qui nous a sauvés, c'est une idée qui venait en droite ligne du maoïsme, d'ailleurs, et de la révolution culturelle, qui était l'idée du bilan d'expérience. C'était l'idée que quoi que nous fassions, il fallait en systématiser les apports et les limites. Et que
si à un moment donné notre ligne était les organisations autonomes, il fallait voir dans les faits, à la lumière de l'idée générale de l'édification du parti, qu'est-ce que ceci donnait positivement et négativement. Et ceci, si l'on peut dire, nous a permis de rester ou de devenir marxistes. Et donc, nous avons commencé à modifier nos conceptions organisationnelles, à bien voir ce qu'il y avait de limité dans le principe des organisations autonomes, et nous nous sommes engagés dans la voie qui nous a conduit à nos thèses d'aujourd'hui sur à la fois le noyau communiste ouvrier comme pièce constitutive de l'édification du parti, et d'autre part pour toutes les questions relatives à la politique révolutionnaire du peuple, ce que nous appelons les comités populaires anticapitalistes. Nous avons, si vous voulez, divisé en deux ce qui se donnait de manière complètement unifiée dans l'organisation autonome. Dans la deuxième étape, ce qui s'est passé, c'est que la gauche prolétarienne s'est auto-liquidée. Il y a donc eu là une espèce de confirmation historique incontournable et éclatante du fait que la voie qu'elle proposait était une impasse. Nous avons donc émergé, à ce moment-là, comme la seule organisation maoïste à proprement parler. Et la seule organisation maoïste pour toute une série de raisons. Premièrement, à un niveau très général, parce que nous sommes actuellement les seuls à nous déclarer maoïstes. Les autres organisations, disons, marxistes-léninistes, ou qui se disent marxistes-léninistes, rejettent cette appellation. Quel en est le contenu? Eh bien, le contenu, c'est que nous sommes la seule organisation à considérer que la révolution culturelle prolétarienne en Chine représente une étape de l'histoire du marxisme comparable en importance à ce qu'a été la révolution d'octobre ou la Commune de Paris. Parce que la révolution culturelle prolétarienne est la première révolution qui se fasse contre la nouvelle bourgeoisie révisionniste, la nouvelle bourgeoisie bureaucratique d'État présente dans le parti et dans l'État en Chine, nouvelle bourgeoisie qui a été l'agent principal de la restauration du capitalisme en URSS. Donc nous considérons que cette révolution est la révolution de notre temps, qu'elle ouvre une nouvelle étape, une nouvelle phase dans le développement du marxisme. Et enfin, troisièmement, maoïste parce que nous sommes porteurs d'une conception du parti qui est sur ce point absolument originale, et que nous refusons toute autoproclamation du parti, comme l'ont autoproclamé d'autres groupes, et nous considérons qu'à l'époque du maoïsme, le parti est un processus, et non pas une création ou une fondation, un processus par étapes, ce qui est le sens de notre mot d'ordre central, remettre la question du parti aux mains de la classe ouvrière, organiser l'avant-garde et édifier les organisations communistes sous le contrôle du mouvement de masse. Alors c'est pour ça que je disais que nous émergeons après 1973 comme la seule organisation maoïste. Et de ce point de vue, la situation est un petit peu différente parce que nous devons définir notre ligne, nos positions organisationnelles, nos interventions dans le mouvement de masse, non plus comme une partie d'un mouvement révolutionnaire large et indifférencié tel que celui qui avait malgré tout porté un peu les choses dans les années 69 et 70, mais véritablement comme une organisation politique, essayant et s'efforçant de diriger et de constituer l'unité du camp du peuple, l'unité de la politique révolutionnaire du peuple, contre la société impérialiste et contre les deux bourgeoisies. Alors organisationnellement, ceci a donné évidemment ce qu'on pourrait appeler une marxisation très importante de l'organisation par rapport à sa phase un peu spontanéiste, si tu veux, de la première période. Ça a donné donc ce que je disais tout à l'heure sur les différentes organisations du pôle maoïste, disons, c'est-à-dire l'UCFML, qui est une sorte d'organisation transitoire, d'échafaudage, de chantier porteur, dirigeant de la question du parti au sein du peuple révolutionnaire, les noyaux communistes, qui sont la forme actuelle de l'avant-garde de classe, qui sont les ouvriers communistes qui portent en leur propre nom, mais au nom en même temps de leur présence interne à l'UCFML, la question du parti dans la classe ouvrière, et les comités populaires anticapitalistes, qui sont les organes de lutte de classe immédiate, qui sont les porteurs du programme de la politique révolutionnaire du peuple à tel ou tel moment de leur développement. Et puis d'autres choses qui se sont développées depuis à l'école de l'histoire et des nécessités,
comme par exemple les comités Portugal Rouge, Ouvriers, Paysans vaincra, qui sont une organisation de l'internationalisme prolétarien née des caractéristiques tout à fait importantes et du rôle spécifique des maoïstes dans la tempête révolutionnaire au Portugal à partir d'avril 1974, comme le groupe Foudre, qui est un groupe surgi des nécessités d'un point de vue maoïste et d'un point de vue de classe sur les questions de l'art et de la littérature, plus à la périphérie du pôle maoïste, ce qui se développe à l'heure actuelle de façon rapide, qui sont les permanences anti-expulsion liées à ce front de classe tout à fait décisif qui est celui de la composante immigrée de la classe ouvrière de France. Alors tout cela, c'est un développement organisationnel qui montre à quel point, dans la phase postérieure à 72, on ne peut exister que pour autant qu'on ait une force politique. Donc, vous avez une continuité idéologique incontestable, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons de mai 68, malgré tout. Nous vivons de cette forme de masse de la rupture du consensus impérialiste, même si elle n'était pas complètement consciente d'elle-même. Mais nous avons aussi, à l'intérieur de cette continuité, une transformation profonde dont la réalité est quoi? Mais dont la réalité est que nous faisons la politique de mai 68. Mais mai 68 ne faisait pas sa propre politique. Mai 68 faisait une révolte idéologique, faisait un déploiement de masse, un éclatement de masse, mais ne faisait pas spontanément la force politique et la politique de sa propre réalité. Nous avons aujourd'hui à faire la politique de mai 68 en termes de partis, en termes de pôle maoïste, en termes de front de classe, en termes de cumulation et d'organisation du camp du peuple, en termes d'avant-garde et aussi en termes de noyau du peuple entier. Son point de vue est que mai 68 est absolument vivant, que mai 68 est absolument actuel, et que, en dernier sort, il n'y en a pas d'autre commémoration que quoi? Bien que la pratique effective de la politique maoïste aujourd'hui. La politique maoïste aujourd'hui, c'est, d'une certaine façon, mai 68 aujourd'hui, avec ce que ça comporte d'identité profonde et de différences extrêmes.